Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, vidéo différente des autres sur mon petit python, car elle va traiter de la mise en hibernation de ma femelle Thamnophis d'une façon un peu spéciale et nouvelle par rapport à ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Celle-ci, à la base, était prévue pour être en une seule partie comme les autres et conclure la série anniversaire. Mais au vu des événements qui se sont déroulés, de l'adaptation que j'ai dû effectuer, celle-ci sera finalement divisée en deux parties, vu sa longueur tout d'abord, et de plus parce qu'elle m'aura nécessité beaucoup plus d'adaptation que prévu. En effet, cette année, j'ai été amené à changer pas mal mes plans. Je vais donc vous expliquer maintenant pourquoi et comment. Ma femelle a d'abord arrêté de manger plus tôt que d'habitude, puisque si elle ralentit souvent son appétit courant octobre, j'aime à l'arrêter moi-même les autres années le 15 novembre, pour commencer l'hibernation le 1er décembre. C'est un choix qui est confortable pour moi. Cette année, la nouveauté est que c'est elle qui a choisi d'arrêter de manger. Elle a choisi son propre calendrier, et bien sûr, j'ai dû m'adapter et avancer mes plans. Sa date à elle n'était pas du tout la mienne. Elle s'est arrêtée le 28 octobre où elle a pris son dernier repas, sans bien sûr que je le sache. Il fut composé d'un rosé de souris. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai de nouveau tenté de la nourrir sans succès. Au bout de 11 jours, j'ai compris qu'il fallait modifier mes plans. Le 11 novembre, j'ai donc décidé d'éteindre son chauffage, après lui avoir laissé le temps de digérer son dernier repas. Elle avait adopté de plus en plus une attitude de serpent qui se prépare à hiberner. De très rares sorties, et elle restait tout le temps dans le même coin du terrarium. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Il m'a fallu alors prendre en considération la question des températures. En effet, il faisait encore chaud dans le sud-ouest où je vis, à ce moment-là, et dans son terrarium aussi. Malgré le chauffage éteint, on atteignait tous les jours et même tous les matins 22-23 degrés minimum. Je trouvais que c'était un peu chaud pour effectuer une mise au frigo directement à 6-7 degrés.
J'ai donc pensé effectuer en amont une petite adaptation dans le cabanon que je possède dans mon jardin, qui est non isolé. C'est une première pour moi. L'idée de la laisser hors du frigo au moins une journée ou deux dans le cabanon afin que les températures, pour elle, descendent plus progressivement et que le changement soit moins brutal. La seule chose à bien surveiller en amont était la différence entre les températures du dehors et celles de mon cabanon non isolé. J'ai aussi commencé la préparation de sa boîte d'hibernation. En effet, à ce moment-là, j'imaginais que ça allait aller très vite. Je vous ai par ailleurs filmé les explications sur la conception de cette dernière, et voici ce qui va conclure cette première partie de vidéo. La suite sera normalement là dimanche prochain, si tout va bien. Je vous laisse donc avec la conception de la boîte. Allez, on va passer maintenant à la confection de la boîte d'hibernation. Je tiens à vous dire déjà que cette année, vu que j'ai été pris un petit peu de cours, comme vous le savez, voilà, je dois m'adapter, et donc je suis passé dans les conditions un peu du direct. Alors c'est un exercice qui est un petit peu nouveau pour moi, je vais vous demander d'être indulgent. Donc on va tout simplement composer ensemble une boîte d'hibernation qui sera efficace pour faire hiberner vos tables d'office. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut bien prendre conscience en fait qu'il y a différents types, encore une fois, d'hibernation chez les tables d'office. Vous avez des espèces qui hibernent plus tôt que d'autres, plus longtemps, d'autres qui n'hibernent pas forcément, même si c'est assez rare. Et donc nous, on va se concentrer aujourd'hui justement sur la mienne, forcément. Donc une espèce qui va hiberner environ 3 mois à l'âge adulte. On va essayer de préparer sa boîte. Alors, si je vous invite à vous renseigner sur le début de la date d'hibernation de vos animaux, si jamais je vous invite à vous renseigner sur la durée, le contexte dans lequel je vais vous montrer les choses, et le déroulé en fait ne changera pas. Pour tous ceux qui hibernent, pour tous les tables d'office qui peuvent hiberner, c'est globalement une technique que vous allez pouvoir adapter. Donc, écoutez, je vous propose de passer tout de suite. La première étape qu'il va falloir faire, me concernant en tout cas, c'est tout simplement de prendre la boîte d'hibernation. Alors il faut savoir que j'utilise chaque année les mêmes boîtes. C'est des boîtes qui sont vraiment pour. Du coup, ces boîtes-là, elles ont traîné en fait pendant une année dans un environnement qui est peut-être un peu poussiéreux, à savoir mon cabanon, que vous avez découvert à l'occasion justement de ce que je vais devoir faire derrière pour adapter un peu mon hibernation. Et le premier truc qu'il va falloir commencer par faire, bien sûr, c'est un petit nettoyage. Pourquoi ? Parce que même si jamais les boîtes paraissent pas trop sales, alors oui, j'ai des gants, ne vous étonnez pas, c'est juste qu'en fait j'ai de la crème sur les mains et que j'ai pas envie de badigeonner mes feuilles ni quoi que ce soit. Je connais pas la composition exacte ni ce que ça pourrait donner dans la boîte, donc j'ai préféré tout simplement protéger. Du coup, voilà, elles sont pas forcément sales de base, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a des impuretés, qu'il y a des petites poussières, et au fond, je vais essayer de montrer à la caméra. Au fond, vous avez encore une fois ces impuretés. Donc on va nettoyer, tout simplement. Pour ce faire, rien de plus simple. J'ai pris de l'eau un petit peu chaude, même si jamais maintenant elle doit avoir un petit peu refroidi. Et j'ai pris également un peu de vinaigre blanc. Alors c'est du vinaigre blanc tout simple. Alors moi je le prends bio. Il faut éviter de le prendre aromatisé bien sûr, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et on va pouvoir mettre une petite dose. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre 150, le vinaigre blanc c'est assez puissant et surtout c'est assez odorant, donc vos animaux, c'est quand même un truc qui est un peu particulier. Et donc avec un sopalin propre, on va pouvoir venir tremper tout ça et faire un nettoyage. Voilà. On va bien nettoyer, dedans passer un petit peu. Alors vous voyez qu'il me reste encore quelques fibres de coco de l'an passé à l'intérieur. Rien de bien méchant, quelques petites poussières, mais malgré tout, vous voyez qu'on a des petites impuretés, des petites choses. Et que voilà, c'est toujours mieux quand c'est un peu dehors. Il faut penser que ça va être l'environnement de vie en fait, de votre animal pendant 3 mois. Et que si jamais c'est un peu poussiéreux, si jamais c'est un petit peu... alors je nettoie même un peu l'extérieur, tant qu'on y est. Si jamais c'est trop poussiéreux, si jamais c'est pas assez clean, entre guillemets, ça pourrait causer des soucis, même si là vous voyez que le nettoyage était assez minime. Je vais sécher l'intérieur. Enlevez bien le vinaigre, parce qu'encore une fois, le vinaigre a une forte odeur. Voilà.
Et dans l'idéal, en fait, derrière, on va le laisser un peu aérer, histoire que justement cette odeur parte. Il faut savoir que vos animaux peuvent être sensibles à ça. Alors le vinaigre, en fait, le vinaigre blanc, pardon, est le meilleur allié pour tout ce qui est bactérien, puisqu'il est malgré tout assez inoffensif pour vos animaux. Mais on est quand même sur un produit, du coup, voilà, qui sent un peu. Bien sûr, je m'en sers aussi pour nettoyer mes terrariums, je m'en sers aussi pour un petit peu tout ça. Voilà. Une fois qu'on a procédé un peu au nettoyage, il me reste encore une ou deux paillettes de trucs. Hop. Une fois qu'on a procédé au nettoyage du terrain, je vais le secouer, je pense. Ça va partir, voilà. On va pouvoir nettoyer le couvercle. Même procédé. Alors, sachant que je l'avais déjà un peu nettoyé hier, donc en amont. De l'eau un peu tiède. Et surtout l'intérieur. Il faut savoir que vos animaux, notamment au début, peuvent monter un peu sur le couvercle, etc. Et vous voyez, encore une fois, il n'y a pas vraiment de saleté, mais pour le peu qu'il y a, vaut mieux les enlever. Ça fait frotter un peu. Alors je parle pas trop fort pour pas déranger le voisinage, et puis j'ai la voix un peu enrouée. Pas malade. Ok, on est bon. Une fois que votre boîte elle est propre, eh bien on va pouvoir passer à la suite. Donc la boîte pour l'instant, comme je l'ai dit, je vais la laisser un peu ouverte, histoire que l'odeur parte. Et je vais la mettre de côté. Alors la suite ça va être quoi? Eh bien la suite ça va être tout simplement de nettoyer nos feuilles maintenant. Dans le fond de votre boîte, eh bien, vous avez disposé des feuilles. Alors pour ma part, vous connaissez mon amour des feuilles de marronnier. Les feuilles en fait quand vous allez les prendre, si vous les prenez un peu tôt, très vite elles vont se déshydrater. Ça donne des feuilles très très sèches. Et donc ces feuilles-là, eh bien, il va falloir les tremper tout d'abord. Ça va permettre de les nettoyer et surtout de les réhydrater. Puisque je vous rappelle que votre environnement doit être très humide. Alors vous voyez, j'ai enlevé les feuilles un petit peu des branches, en amont, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de branchage. Et on va en prendre quand même quelques-unes. Voilà. Et donc ces feuilles-là, on va pouvoir tout simplement un peu les tremper. Vous voyez. Et les laisser macérer dans de l'eau. Alors c'est de l'eau toute bête, j'ai même pas mis spécialement cette fois-ci de vinaigre blanc, de machin de trucs comme ça pour les nettoyer. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà. En fait, vos feuilles vont vous permettre de varier votre structure de substrat. Donc c'est plutôt pas trop mal. Voilà, varier votre structure de substrat, puis écoutez, changer un peu, faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus que de la coco, puisque la coco c'est le prochain truc à voir. Donc mes feuilles sont en train gentiment du coup de se mouiller. Je vais pouvoir les laisser de côté. Et pendant qu'elles s'imbibent un petit peu, eh bien, on va passer justement à notre coco. On va décaler le vinaigre blanc. Pour ce qui est de la coco, alors vous voyez, moi j'ai pris de la coco sèche. Vous pourriez tout à fait la tremper. Vous savez, avec les briquettes, moi je ne l'achète pas forcément comme ça, j'achète plutôt en gros. Votre coco, maintenant du coup, on va venir la travailler, l'humidifier. Alors j'espère que vous voyez toujours bien parce que je suis en extérieur. Et hélas, la nuit tombe tôt. Donc pour l'humidifier tout simplement, on va commencer en fait à construire un peu la boîte. Et donc le but du jeu maintenant, ça va être d'alterner une couche de coco, une couche de feuilles, une couche de coco, une couche de feuilles, histoire de créer encore une fois tout ça qui soit homogène et surtout qui soit un peu aéré. Vous voyez, c'est aussi à ça que vont servir les feuilles, c'est aussi à ça justement que ce mélange-là va être utile. Aéré pour permettre justement à votre serpent peut-être de s'enfouir un peu s'il le souhaite, ou au contraire de rester en surface et de créer surtout un environnement aussi qui permette de garder bien l'humidité. Moi c'est pour ça que j'utilise de la coco, ou du coco, je sais qu'on dit les deux. En réalité c'est vraiment pour essayer de garder encore une fois cette humidité et de faire en sorte que c'est un substrat vraiment qui permet de la garder très 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 bien. Et les feuilles en fait c'est un peu pareil, une fois qu'elles sont bien imbibées, vous allez le garder, puisque je vous rappelle que d'avoir un environnement qui sera cette fois-ci humide sera très important, puisque vous n'aurez pas de gamelle d'eau pendant 3 mois avec votre serpent. Donc il faut quand même qu'il soit dans un environnement humide. Dans la nature, il faut savoir que très souvent en fait on retrouve des Thanomophyses qui s'enterrent
Un, pour se protéger évidemment des températures, ça les isole, hein, mais il y en a certains qui vivent dans des régions très très froides, mais aussi parce que justement, voilà, ils ont cette humidité-là, et que c'est seulement en conditions d'hibernation justement qu'ils commencent vraiment à l'apprécier. Donc on va pouvoir commencer à bosser, je vais essayer de me rapprocher un peu de la lumière, pour que vous voyez bien ça. Alors je vais commencer par une petite couche de coco. J'ai pas besoin d'en mettre 150, hein. Je vais faire juste une couche homogène. Hop là, voilà. Donc vous voyez, j'ai pas mis beaucoup. Et je vais mettre une couche de feuilles par-dessus. Alors mes feuilles, en fait, elles ont commencé, vous voyez, un petit peu à s'imbiber, mais elles sont déjà beaucoup moins sèches qu'avant. Mais malgré tout, il reste encore beaucoup de boulot, hein. Donc je vais prendre une petite couche de feuilles que je vais venir ramener. Évidemment, pas la peine d'essayer de les essorer, hein, parce que le but du jeu, c'est que ça reste assez humide. Alors j'ai oublié de le préciser, mais bien sûr, hein, il faut des trous pour la respiration sur le côté de votre boîte. Voilà, donc il en faut certains, mais pas trop non plus. Je vous rappelle que notamment si vous avez des juvéniles, attention à faire des petits trous. Vous voyez que moi j'ai justement des petits trous, et il en faut quand même quelques-uns pour que votre serpent puisse respirer, mais pas trop non plus, parce que sinon ça assècherait votre environnement. Donc on va faire quelques trous, enfin voilà, et moi sur les grands côtés j'en ai 4 je crois, et sur les petits 2, vous voyez, et c'est largement suffisant. Par contre ces trous, évidemment, il va falloir faire attention à ne pas les obstruer par la suite. On va rajouter de la coco. Alors ma coco, encore une fois, je le répète, elle est sèche pour le moment. Elle est sèche. Alors, ferez attention à des fois dans les sachets que vous achetez, il y a des petits débris comme ça. Évidemment, on va éviter de les mettre avec. Et je vais en rajouter un peu. Vous voyez, comme ça va déjà un peu mélanger, même si on va remélanger un peu derrière. Une couche de feuilles. Et on va déjà commencer, ça va pas être trop mal, hein. Voilà. Hop, alors ça sert à rien de vouloir tasser, parce qu'encore une fois je vous dis, il est important que votre serpent puisse choisir un petit peu son environnement, puis si jamais il veut s'enterrer, pouvoir le faire. Donc ça sert à rien de vouloir tasser, de vouloir tout ça. L'essentiel c'est au contraire d'avoir un truc un peu aéré, mais qui soit néanmoins assez dense pour que vous ayez un confort un peu douillet pour votre animal, hein. Donc là, vous voyez, on commence à pas être trop mal. Je vais juste rajouter quelques petits trucs de coco dans les coins, c'est souvent là où il en manque un peu. Alors la coco, dès que vous en manipulez, vous en foutez partout. Et là on est bien. Là on est bien, pourquoi? Parce que du coup vous avez un environnement quand même qui est dense. Ça veut dire qu'encore une fois sur un serpent, comme le mien, il va pouvoir s'enterrer sans trop de problème s'il le souhaite. Mais ça c'est vraiment le serpent des fois choisi, hein. Il bouge quand même durant son hibernation, il ne reste pas forcément figé. Et donc par conséquent il va évoluer à l'intérieur de son environnement. Et vous allez voir que des fois il va aller en dessous, des fois il va aller au-dessus, c'est assez imprévisible. Dans les deux cas, il faut prévoir évidemment qu'il puisse être confortable. Être confortable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ait les trous de libre. Donc vos trous, il faut les faire en haut, hein. Et en même temps qu'il ait de quoi, encore une fois, s'enfouir. Et là, vous voyez, on a une très belle couche. Si vous regardez, une très très belle couche de substrat. Et bien on va évidemment utiliser le brumisateur. Alors le brumisateur, on va l'utiliser généreusement. Donc on va respecter du coup certaines règles. Le but du jeu, c'est qu'il ne reste pas un fond d'eau en fait au fond de votre boîte, hein. Ça c'est un truc très très important. Souvent on a tendance en fait quand on est débutant à mettre énormément d'eau pour être sûr qu'il y a assez, puisqu'on se dit le serpent va pas avoir de gamelles, ça va être compliqué pour lui. Non, il faut effectivement que le substrat soit humide. Il faut pas non plus que vous ayez 1 cm de flotte au fond, parce que là ça pourrait vraiment poser des problèmes. Encore une fois, il faut éviter d'avoir de l'eau qui stagne. L'eau, c'est souvent par là que viennent les problèmes avec vos serpents, notamment les thamnophis, dans le sens où ça va vous apporter des problèmes de peau. Donc par conséquent, et puis plein d'autres soucis, hein. L'eau c'est un vecteur de microbes absolument énorme. Donc toute l'eau en fait qu'on va mettre, on va faire attention à ce que celle qui ne reste pas pour la condensation, en fait, ne soit plus dans votre boîte. Et donc pour ça, moi je vous conseille de prendre des boîtes transparentes déjà, parce que ça vous permettra de voir en fait au fond si jamais justement vous avez comme ça de l'eau qui reste stagnante ou pas. Et voilà, pensez à bien l'enlever. Donc on va pouvoir commencer à arroser généreusement. Donc quand on dit généreusement, en fait ça va être très généreusement, hein. On va mettre vraiment la dose.
Et alors, vous voyez, en fait, c'est vraiment pour ça que au départ, j'ai alterné feuilles et coco. Pourquoi ça? Parce que, eh bien, tout simplement, les feuilles qui étaient déjà mouillées ont déjà commencé un peu à mouiller le substrat qui était en dessous d'elles. On va gagner du temps. Alors souvent aussi, le fait d'arroser comme ça va vous condenser un petit peu la chose. Hein. Alors vous voyez, donc là j'ai mis beaucoup d'eau. Hein, et donc on va pouvoir commencer un peu à touiller. Parce que si jamais vous avez de l'eau sur le dessus énormément, et que votre coco elle est déjà bien trempée, hein, si vous regardez ce morceau-là, vous voyez, on voit, en appuyant, ce qui est l'avantage aussi avec la coco, c'est que vous voyez si c'est humide ou pas en appuyant dessus. Vous voyez l'eau qui ressort tout de suite, hein, on la voit. Le problème, c'est que si vous allez un peu plus loin, eh bien vous avez des morceaux qui sont encore très secs. Voilà. Et en dessous, je vous en parle même pas. Donc on va pouvoir soulever comme ça un petit peu des parties. Et pareil, venir chercher. Ici. Je vous rappelle que votre serpent, vous ne savez pas où est-ce qu'il va aller se loger. Donc voilà. Et là, on va faire pareil. Vous voyez que c'est bien sec en dessous. Même si l'eau commence à arriver un peu aussi. Ok. Alors maintenant, comme je vous disais, en fait, on va avoir... Alors vous voyez que j'ai déjà perdu en volume, en fait. Hein. Pourtant, là, je tasse pas. Hein. Je suis juste en train de rétablir un peu un équilibre. Je vais en mettre un peu au milieu. Je vais faire un petit trou comme ça. Hop. On va aller chercher le milieu. Je vais redonner un coup de gaz. Voilà. Mais donc effectivement, votre substrat s'est condensé. Donc, première chose, c'est déjà on va virer l'eau qui est en supplément. Puisque si vous regardez bien, vous voyez ce que je vous disais. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. En fait, dedans, ici, là, j'ai plein d'eau stagnante. Et ça va faire que se renforcer. En fait, hein, tout ça, c'est ce qui est en trop. Et donc ça, je vais le vider. Vous voyez, donc là, voilà. Alors ce que je peux faire là, éventuellement, c'est rajouter un tout petit peu de coco de feuilles, hein, c'est selon. Voilà, je vois que j'ai pas mal de feuilles sur le dessus, je vais rajouter un peu de coco. Notamment dans les coins, je le précise toujours, hein, mais c'est vrai que c'est souvent là que ça manque. Histoire, vous voyez, de recréer un environnement qui soit un peu plus dense. Et évidemment, j'y retourne. Alors pour l'arrosage, on va pouvoir le faire beaucoup. Hein. Quand je dis beaucoup, c'est plusieurs fois. On ne lésine pas dessus, surtout c'est très important. Et vous voyez que ça s'imbibe très bien. Hein. Voilà. Je vais laisser un peu reposer. Parce que donc là on a mouillé un peu partout, je vais attendre en fait que le surplus d'eau redescende. Histoire justement de pouvoir tout simplement espérer récupérer le maximum de flotte stagnante. Alors j'ai oublié un léger détail, hein, en plus, je vous conseille très fortement de préparer votre boîte au moins un jour à l'avance. Pourquoi ça? Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça va permettre à votre environnement de vraiment bien s'humidifier. Deuxièmement, ça va vous permettre de le mettre au frigo et de vérifier que la condensation se passe bien. Et ensuite, troisièmement, ça va permettre justement comme ça de l'humidifier régulièrement. Pour être sûr que votre boîte, elle est apte en fait à accueillir votre animal. Il y a une autre raison aussi, c'est qu'en la mettant au frigo directement, vous allez avoir un environnement. Alors moi pour le coup, là, cette année ce ne sera pas le cas, mais je vais la laisser dans son environnement où mon Thamnophis en fait va débarquer, ça mon cabanon. En le laissant dedans, vous allez habituer votre boîte, quand vous allez mettre votre serpent dedans, faites déjà un peu à la température de l'endroit. Hein. Même si jamais on la ramènera, voilà, vous aurez déjà un peu plus de fraîcheur et ça vous permet de la tester en fait dans des conditions du réel. Le frigo, je vous rappelle que ça peut assécher votre environnement. Et ça, il faut que vous le voyiez un petit peu avant. Hein. Encore une fois, il ne faut pas se mettre directement le serpent dedans. Voyez comment est-ce que votre boîte réagit un petit peu. Est-ce que justement les conditions d'humidité sont bien? Est-ce qu'il n'y a plus d'eau stagnante? Voilà, toutes ces choses-là, il faut les vérifier encore une fois en amont. Et c'est pour ça que je vous incite en fait à préparer votre boîte vraiment en avance. Là, moi, voyez, j'ai prévu de lancer l'hibernation demain. Et donc, par conséquent, je la prépare ce soir.
D'où le fait que, voilà, encore une fois, je filme en étant un peu pris de court. Mais voilà, c'est un peu indépendant de ma volonté cette année, puisqu'encore une fois, j'ai été un peu pris de court par ma table d'office. Ok, bah alors la boîte est plus ou moins prête maintenant. Hein. Donc, on va pouvoir vérifier l'eau stagnante, comme je vous disais. Je vois qu'il y en a déjà un petit peu. Et donc, après, on va la laisser reposer. Hein, je vais remettre le couvercle, histoire justement que la condensation puisse commencer à se faire. On va la laisser reposer un petit peu, et puis je vais en fait enlever l'eau comme ça très régulièrement. Je vais venir vérifier que, enfin, très régulièrement non, hein, mais je vais dans un quart d'heure vérifier voilà, que toute l'eau stagnante justement soit descendue. Et donc on va disposer la boîte après à l'endroit où elle accueillera dès demain, encore une fois, mon serpent. Hein. Donc, là, vous voyez que si jamais je regarde, je constate déjà qu'il y a de l'eau, vous voyez, encore une fois, qui stagne dans le fond de la boîte. J'espère que vous le voyez bien. Vous voyez, de l'eau. C'est pas facile à montrer, mais je vais vous la montrer cette fois-ci en l'expulsant d'ici. Regardez bien. Alors, c'est toujours pareil que la coco. Hein. Maintenez bien. Et ensuite, regardez. Toute cette eau très noire. C'est ça, votre eau stagnante. Et vous voyez qu'il y en a quand même. Hein. C'est normal, j'ai bien imbibé. Et donc tout ça, il faut vraiment que ça sorte bien. Voilà. Hop là. Et donc maintenant, comme je l'ai dit, on va pouvoir refermer la boîte et attendre de voir comment ça se passe, tout simplement. Donc je vais interrompre ici la vidéo. Moi, je vais vérifier un petit peu, comme je vous l'ai dit ce soir, l'état de tout ça. Je vais la placer après, on verra ça tout à l'heure. Donc je vais d'abord vérifier voilà, qu'il n'y ait plus d'eau stagnante, et puis on verra un petit peu comment ça se passe. Bonsoir à tous, voilà, petite mise à jour ce soir comme promis. Alors j'ai pas pu ramener beaucoup de matos pour filmer, j'espère que ça se verra bien parce que je suis avec le portable. On va commencer avec nos températures. Et les températures, ça bouge un petit peu là, mais vous voyez que la température extérieure était un peu plus de 10 degrés ce soir. Et concernant le thermomètre, on est autour des 13. Donc évidemment, même si le cabanon n'est pas isolé, au niveau de la température, ça joue quand même. Hein. Il y a bien quelques degrés d'écart, même si jamais étant près de la porte, je risque de refaire un peu descendre tout ça. La température dans le frigo est stable à 7 degrés, bon, je le refine pas nécessairement. Et enfin, j'ai ramené du coup la boîte que j'ai posée à l'entrée. La voici. Alors, on voit pas forcément grand chose, mais néanmoins on remarque que la condensation arrive bien. Sur le dessus aussi, hein, on n'a pas encore les gouttelettes, hein, mais elles sont pas encore bien développées comme sur le côté, mais c'est normal, parce que j'ai pas arrosé le couvercle spécialement. J'ai ramené de l'eau, le brumisateur. On va voir du coup s'il y a besoin. Mais je vais d'abord ouvrir. Hop. Si j'ouvre, je constate que le substrat est toujours bien humide. Regardez. Ah oui, très humide. Vous l'entendez? Peut-être. Un bruit un peu spongieux. Et ça m'a l'air pas trop mal. C'est une bonne tête, hein? Alors néanmoins, je vais quand même refoutre un petit coup de brumisateur. Si jamais je regarde, est-ce qu'il y a de la flotte en plus? Non. J'essaie de vous montrer ça. Voilà. Il n'y a pas du coup de flotte en plus, donc ça veut dire que malgré tout, je vais remettre un petit coup ce soir. De brumi. Enfin, faut pas hésiter. Hein. Là, on est en préparation vraiment de la boîte. Et je cadre pas, évidemment. Je suis assez flou. Je vais essayer de vous focuser ça un peu. Je suis désolé, je tiens d'une main et je brumise de l'autre. C'est compliqué. Voilà. Encore une fois, dans les conditions du direct. Hein.
Et je vais laisser gentiment descendre cette eau-là. Voilà. J'ai déjà mis un petit peu. Je vais laisser descendre. Je vais pas forcément repasser ce soir. Demain, je viderai l'extra. Et on voit que ça a quand même bien repris des couleurs. Les feuilles sont bien plus molles que tout à l'heure. Il n'y a plus de feuilles dures. Et ça a plutôt une bonne tête. Maintenant, je vais laisser mouiller un petit peu tout ça, que l'eau justement descende. Et demain, je vérifierai s'il y a de l'eau en rab. Donc vous voyez que sur le couvercle, on a aussi de la condensation. Voilà. Tout ça se lance plutôt pas trop mal. On va voir cette nuit ce que ça va donner. Je referme. Et puis, on sera pas trop mal. Je change de main. Vous voyez, en mettant mes doigts dessus, on voit bien qu'il y a la condensation. Même à l'extérieur. Hop là. Voilà. Donc je laisse ça comme ça ce soir. Je sais pas si déjà il y a peut-être de l'eau qui est... Ouais, regardez. Vous la voyez là, hein? L'eau qui est déjà arrivée en bas, bah celle-ci je vais la virer. En réalité. Juste avant de rentrer. Et puis bah écoutez, en tout cas les choses s'annoncent plutôt bien. Alors il est beaucoup trop tôt encore une fois pour la mettre. On voit bien que l'environnement n'est pas non plus stable. Là, vous voyez, je suis content quand même d'avoir pu arroser un petit coup parce que c'est léger. Il manque encore un petit peu, je pense, d'humidité. Mais on est sur la bonne voie. Je pense que demain, on pourra commencer l'hibernation dans le cabanon un peu plus à proprement parler. Voilà, à très vite.